Aujourd'hui, on dit que les universités ou les établissements d'enseignement supérieur représentent à peu près 400 millions de chiffre d'affaires de formation continue sur un total estimé à 13 milliards. Et on peut raisonnablement imaginer qu'on pourrait monter jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires d'ici, disons, 5 à 10 ans en fonction de la volonté politique des acteurs. Mais pour la formation continue au sein des universités, c'est possible. Les cyniques diront que c'est pour stabiliser le budget des universités et ça serait évidemment une très mauvaise réponse parce que c'est pas ça qui permet aux universités de combler, de développer leurs ressources. Le point principal, c'est la formation tout au long de la vie. C'est mettre les universités au cœur du système. Aujourd'hui, elles le sont avec les écoles pour la formation initiale et demain, mais déjà un peu aujourd'hui, c'est la formation tout au long de la vie qui compte. C'est comment on va se former après ces diplômes, après 2 ou 3 années ou 5 ans d'expérience professionnelle, et les universités, les écoles, l'enseignement supérieur est un acteur majeur. Donc il s'agit bien de se positionner comme un acteur majeur de la formation tout au long de la vie pour les salariés, pour les personnes en reprise d'emploi, en rebond professionnel. Et c'est aussi une manière d'être en prise très forte avec le monde socio-économique. Je pense qu'il n'y a pas de frein idéologique pour les enseignants à s'investir dans la formation continue. Il n'y a pas de raison pour laquelle un enseignant accepterait de délivrer son savoir, ses compétences à un étudiant avant qu'il ait son diplôme et qui refuse au même étudiant, à la même personne, au même individu, ces mêmes compétences, ces mêmes savoirs dès lors qu'il aurait le diplôme. Donc il n'y a pas de raison pour qu'il ne veuille pas. Maintenant, les enseignants ont déjà énormément de travail. Il y a un pic démographique qui fait qu'il y a un afflux d'étudiants dans les universités et aujourd'hui on manque de bras tout simplement. Renouveler le modèle pédagogique, ça signifie se mettre à l'écoute du besoin des personnes qui viennent en formation continue dans nos établissements. Ça peut être des personnes en situation de chômage et qui vont pouvoir s'intégrer à un cursus classique et obtenir une licence professionnelle, un master professionnel, mais ça peut aussi être des salariés ou des gens qui ont un emploi du temps très contraint et qui peuvent avoir besoin d'une formation, soit le soir, soit le week-end, soit 2 heures par semaine pendant 5 semaines par exemple. Donc il faut être capable de modulariser les compétences et de les proposer selon un rythme adapté. Eh bien, ça signifie de bien connaître ces formations, donc d'avoir une cartographie des compétences qui sont développées au sein des formations. Il faut connaître son marché, donc il ne faut pas avoir peur d'avoir une démarche marketing, c'est-à-dire de positionner par rapport aux différentes branches professionnelles les modules de savoir, de compétences qui peuvent les intéresser. Et ensuite, il faut avoir une équipe avec des ingénieurs pédagogiques, des personnes qui peuvent assurer le suivi financier, faire les calculs en coût complet de la formation et bien sûr, et c'est le nerf de la guerre, des équipes pédagogiques au sein des composantes des universités qui vont pouvoir constituer, construire, parfois à la demande, des formations. La formation continue est une mission qui est prévue par la loi
une mission des universités. Donc on pourrait dire, bien, avec la dotation que l'État nous envoie, eh bien, nous avons finalement déjà de quoi commencer. C'est vrai et pas vrai. On a de quoi commencer pour de la formation continue de type service public, par exemple les DAU, la validation des acquis d'expérience. Voilà, on a ce type de formation continue, la formation continue intégrée dans nos formations initiales. Mais dès qu'on va sur un marché beaucoup plus concurrentiel, et si on se dit, eh bien, je vais répondre à un appel d'offres qui est lancé par une entreprise et qui a un plan de formation pour l'évolution de carrière de ses personnels, eh bien là, on n'est plus sur la mission de service public première et on n'a pas de dotation spécifique. Néanmoins, l'État cherche à être incitatif et c'est ce qu'il a fait en décembre dernier, en janvier dernier, avec un appel à manifestation d'intérêt et le lancement d'une expérimentation avec une douzaine d'universités qui testent la manière qui recherchent comment développer sa formation continue. Et donc, dans le cadre de cette expérimentation, il y a eu un volume de 30 postes qui a été réservé aux établissements. Alors, en concurrence, oui, déloyale, il ne faudra pas. Concurrence, oui, mais en même temps, si on vient dire que les universités peuvent passer de 400 millions à 1 milliard en quelques années, eh bien, ça va forcément être pris quelque part. Je mets fortement en avant l'expertise des universités à travers leurs enseignants-chercheurs. Donc, pour de la formation continue de haut niveau, eh bien, les universités sont très bien placées, parfois mieux placées que des officines privées qui n'ont pas forcément les mêmes compétences et lorsque on travaille avec des ETI ou des grandes entreprises qui ont une dimension internationale, eh bien elles peuvent avoir plus spécifiquement besoin des compétences des entreprises. Donc déloyal, j'en viens au deuxième point de votre question, il faut faire très attention parce que si justement on ne pouvait pas justifier du coût complet de nos formations, eh bien nous pourrions être accusés d'utiliser de la dotation de service public pour baisser les coûts de nos prestations et là on pourrait se faire attaquer. D'abord, on a une approche de la relation entreprise et on estime qu'on doit pouvoir présenter un panel d'activités et d'intérêts à l'entreprise. Ça peut aller de la question de l'image, c'est ce qu'on fait avec la Fondation et donc du mécénat d'entreprise, jusqu'à le développement de la recherche et la création des emplois de demain. Et là, c'est ce qu'on fait avec des plateformes technologiques. Et puis, au milieu de ça, il y a la question de la formation des employés des entreprises. Et là, c'est la formation tout au long de la vie et c'est le volet de la formation continue. Donc, on essaye d'avoir une approche globale et d'indiquer que nous sommes le partenaire du développement des entreprises. À l'université de Cergy-Pontoise, on a beaucoup développé l'apprentissage. Je vous en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a à peu près 7,5 millions de recettes d'apprentissage et la formation continue est arrivée un peu après. On doit être à peu près à 2 millions en formation continue, mais vous voyez, on n'a pas de médecine, on n'a pas d'IE ou de ce type de structure qui en général génère pas mal de formation continue. Donc avec, disons, un IUT et puis des composantes traditionnelles, c'est déjà un joli chiffre d'affaires et on chercherait à doubler ce chiffre dans les 2-3 ans à venir. On est en train de débuter le bilan, donc de commencer à répertorier l'ensemble des choses qui se sont faites et de commencer à entrevoir un bilan.
Le premier bilan, c'est que les mises en route sont forcément un peu longues. Les postes dont on parlait tout à l'heure, eh bien, les rythmes d'accueil dans les universités font que, avec les postes de fonctionnaires par exemple, ils arrivent plutôt au mois de septembre. Donc ça veut dire que c'est d'abord une démarche, une philosophie, des discussions et des échanges entre les universités pilotes qui a pu démarrer dès janvier dernier. Beaucoup de discussions sur le coût complet, beaucoup de discussions avec les branches, leurs attentes, la visibilité des entreprises, ce qu'il faut améliorer. Voilà. Et puis un état d'esprit général qui se met, voilà, qui va de l'avant pour positionner les universités sur le marché.